Nathalie Saint-Cricq, la journaliste neutre et apolitique, maman de Benjamin Duhamel, ex-femme de Patrice Duhamel, qui a été journaliste au Figaro, responsable, directeur général chargé de l'antenne de France 2, bref, plein de trucs. Frère lui-même de Alain Duhamel, le journaliste extrêmement connu, chroniqueur, gros droitard comme tous les autres évidemment. Lui-même était oncle d'Amélie Oudéa-Castéra, bref, vous vous souvenez tout ça là, tout ça c'est le même milieu. Nathalie Saint-Cricq elle-même, fille des actionnaires majoritaires de la Nouvelle République du Centre-Ouest, bref. Cette femme-là, journaliste neutre et apolitique, que l'on voit absolument partout, elle ou sa descendance, etc., a des avis, figurez-vous, parfaitement neutres et apolitiques sur les politiques qu'il faudrait mener. Bon alors comme vous l'avez vu, actuellement c'est un peu la sauce, il y a le budget 2025, on se pose la question, est-ce qu'on va aller faire chier les handicapés? Est-ce qu'on va aller faire chier les retraités? Est-ce qu'on va obliger les cancéreux à se payer leur cancer? Ou est-ce qu'on va aller chercher de l'argent dans la poche de ceux qui en ont déjà beaucoup? Et bien figurez-vous que Nathalie Saint-Cricq, en étant parfaitement neutre et apolitique, elle a un avis. Et vous allez voir, c'est un avis un petit peu entre deux. Pour ça, je vais appeler Chris. Chris, es-tu prêt à écouter un petit peu notre chère Nathalie Saint-Cricq? Je suis prêt. J'adore, c'est un peu la famille royale, tu sais, en ce moment, on n'a plus d'aristocratie officiellement, mais il y en a qui se reconstituent tout seuls là. Et j'ai l'impression, mais je ne veux pas spoiler ou m'auto-spoiler, que cet extrait va parler un peu de privilèges. On a aboli les privilèges le 4 août 1789. Là, on va voir qu'il y en a, si on les rétablissait, ça leur en toucherait une sans faire bouger l'autre, comme dirait Chirac. On va regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça va être sur la santé. Et voilà, la santé, s'il y a bien un truc qui est universel, normalement, c'est ça. Hein, normalement, on dit... c'est quand on se dit bonne année, on dit la santé d'abord, tu vois, voilà. Alors, non, Nathalie, non, Nathalie elle veut a dit pas ça. en bonne santé. Nathalie, elle a une priorité dans sa vie, c'est réduire le déficit budgétaire de manière parfaitement neutre et apolitique, je vous le rappelle. Nathalie, elle est directrice des rédactions nationales de France Télévisions. Tout petit poste, pas du tout important dans les médias. Mais Nathalie, on lui demande aussi son avis sur comment on s'organise politiquement pour faire des trucs. Il y a des émissions de France Télé. Ils disent qui c'est qu'on va faire venir? On va inviter la patronne, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu te dis, ça va être bien performant, ça, tu vois, quand elle donne son avis. Tout le monde va être bien à l'aise pour lui dire, je suis pas d'accord, Madame Saint-Cricq, ta gueule, c'est moi qui fais ton entretien individuel la semaine prochaine. Tu vois, donc c'est une bonne idée de faire ça. Ouais, let's go Nathalie. Bon, vous allez voir, elle a des avis, Nathalie, neutre et apolitique, hein, je répète. Alors, on l'écoute, Nathalie, elle va nous sauver. Ah, c'est une bombe. C'est-à-dire que sous Lionel Jospin, il avait été question à un moment donné, donc Lionel Jospin de gauche. C'est bien de le rappeler parce que nous, on est dans la campagne Plus Jamais PS avec Zoé, là. Bon, moyen de gauche, quand même. On va en parler de tout ça. On va en parler beaucoup. Une distinction entre... Enfin, en gros, qu'on ne rembourse pas également tous les gens, quels que soient leurs revenus. Et c'est... Tiens donc! J'ai couillu, je vais attendre la suite, mais là, je sens quand même... Ça sent la douille. La douillasse, quoi. Hein. Alors moi, je suis très étonnée parce que vraiment, je me suis dit, on va parler de protection sociale, on va parler de sécurité sociale. Nathalie Saint-Cricq est sur le pont, c'est sûr, ça va bien se passer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quelque chose qui était un tabou énorme, avec beaucoup d'études qui disaient que quand quelqu'un tombait malade, classe moyenne supérieure ou riche, il avait l'impression que c'était la double peine, c'est-à-dire que non seulement il tombait malade, mais en plus toutes les cotisations qu'il avait versées toute sa vie, pas grave, il serait moins bien remboursé. Donc c'était vraiment... Oui, mais c'est à cause Nathalie. du coup, vous avez capté, hein. Là, Nathalie, elle est en train de dire qu'il y a des tabous. Alors en général, quand les gens, type Nathalie Saint-Cricq, vous dites qu'il y a des tabous, alors préparez-vous, parce que souvent c'est des trucs genre, c'est pas un peu un tabou? Parce que imagine, Chris, t'as 8 ans. Tes parents sont dans une situation de merde, mais genre, déjà, t'as pas de père, tu vois, tu vis seule avec ta mère, qui doit élever tout seul 3 gamins, elle fait des horaires décalés, de ménage, de machin, en plus, elle s'est niqué le corps au travail, vous vivez sous le seuil de pauvreté, comme l'immense majorité des familles monoparentales, et ben, l'enfant de 8 ans, Chris, pourquoi il pourrait pas aller travailler dans une mine? En plus, c'est pratique, il est tout petit, il passe facilement dans les boyaux et tout. Mais malheureusement, figure-toi qu'on se heurte à un tabou, le tabou du travail des enfants, putain de merde. C'est vraiment un problème. À chaque fois que des gens comme Nathalie Saint-Cricq vous parlent de tabou, vous savez qu'a priori, elle va vous proposer un truc absolument dégueulasse. Et donc là, le contexte, c'est le tabou, c'est de se dire, tiens, la Sécu, peut-être qu'elle pourrait ne rembourser les soins que pour certaines personnes et tous les gens qui gagnent bien leur vie. Alors moi, je veux bien la définition de bien gagner sa vie pour se payer soi-même sa chimiothérapie. Hein. Tous les gens qui gagnent bien leur vie, on va pas les rembourser. T'as vu? C'est vraiment ça, ce genre de méthode. On va rentrer dans les détails. Hein. Mais ce genre de méthode de FDP, les amis, mais vraiment, parce que là, en fait, c'est un espèce de pied dans la porte, genre non, mais c'est gentil avec les pauvres parce que les pauvres, on va leur payer leur chimiothérapie. Oui. C'est vrai que quand tu parles de tabou, c'est les mecs qui viennent
viennent jamais te voir. Le tabou des riches qui s'en mettent plein les fouilles. Tu vois, c'est le tabou de Bernard Arnault qui vient de faire 30 milliards de dividendes, ce serait pas un peu abusé? Moi, tu vois, c'est bizarre, ça commence jamais comme ça, quoi. Tu vois, c'est... Le tabou de l'entre-soi du milieu médiatico-politique où des personnes qui sont issues de grandes familles médiatiques ont des enfants qui eux-mêmes prennent des grosses places dans les médias et puis parfois se marient avec des hommes politiques de premier plan, genre au hasard, je sais pas, la présentatrice du premier journal de 20h de la télévision publique qui serait mariée avec un des hommes politiques de premier plan payé par la CIA. Je sais pas, ça c'est ce genre de tabou, c'est vrai qu'on soulève pas beaucoup. Ouais, non, mais voilà, moi je m'attendais à ça, mais a priori, on n'est pas là-dessus, quoi. Et la gauche avait dû renoncer à ça, alors que sur le papier, ça semble assez logique de ne pas rembourser de la même façon quelqu'un qui gagne 1 500 € ou 1 200 ou un minimum vieillesse et quelqu'un qui a une retraite de 6 000 € par mois. Mais c'est... Donc là, c'est intéressant parce que c'est aussi un truc un peu, tu vois, qui pourrait paraître populiste. Là, elle dit, les riches, ils peuvent se payer eux-mêmes. C'est ça qu'elle dit. Je ne pense pas qu'elle veut mieux rembourser les riches que les pauvres, sinon ce serait pire que ce que je croyais. Mais en fait, ce qu'elle se rend pas compte, c'est que ce modèle-là, c'est le modèle américain. C'est le modèle où il y a un hôpital pour les pauvres, qui est l'hôpital public aux États-Unis, qui est extrêmement vétuste, limité, minable, voilà, où même des gens ne vont pas parce qu'il fait juste le minimum avec très peu, voilà, c'est vers ça qu'on va, et des très belles cliniques pour très riches, inaccessibles aux gens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous prenez, je vais te laisser parce que tu sais ça mieux que moi, mais si vous prenez en fait cette logique-là de privilège, en apparaissant de gauche, c'est pour ça que tu dis Jospin, bon, la douille, en apparaissant de gauche, je veux dire, on va pas rembourser pareil ceux qui sont riches parce qu'ils peuvent se payer que les pauvres. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? On va faire en sorte d'avoir des médecines à 2 vitesses. Il va y avoir une médecine pour les riches qui pourront se la payer et qui pourront la faire fructifier, et une médecine minimale, minable pour les pauvres, qui n'attirera pas les médecins, qui n'attirera pas la recherche. Enfin, c'est réellement une catastrophe qui se cache sous des effets de générosité. Ça, c'est vraiment la pire douille de l'histoire du PS. Ouais. Vraiment, ce qu'elle raconte là, c'est comment se repeindre en rose alors que tout est moche et libéral, quoi. Non, mais toi, t'es en train de t'énerver parce que t'es là, gna gna gna, le système de protection sociale, alors qu'en fait, le vrai problème, c'est le tabou, Chris. C'est le tabou. On va continuer à écouter Nathalie sur le tabou. On va lever les tabous, Chris. Attention, hein. C'est véritablement l'attachement à un système universel qui est quelque chose qui caractérise la France. Alors, peut-être qu'en déremboursant certains médicaments, on fait en sorte que le Doliprane soit pas remboursé pour des gens qui, de toute façon, pour lesquels c'est pas... Alors, mais sur les gros traitements. Alors, en fait, le Doliprane, donc le paracétamol, hein, la boîte coûte, alors ça dépend des marques, mais ça dépend des pharmacies aussi, mais en gros 1,20 €. La boîte fait 8 comprimés maximum, parce que c'est la dose toxique par jour. Si vous prenez plus de 8 comprimés de paracétamol par jour, vous pouvez mourir, donc ne faites pas ça. Mais à chaque fois, je me dis, putain, pourquoi il n'y en a que 8 en fait? C'est pour ça! On en apprend tous les jours. C'est la dose toxique, donc ne faites vraiment pas ça, parce que c'est pas genre, je ne vais pas vous donner la liste, hein, mais il y a des médicaments, si vous bouffez toute la boîte, bon, vous n'allez pas être très bien, mais c'est pas la fin du monde. Le paracétamol, si vous bouffez 15 comprimés de paracétamol, votre foie se flingue, mais genre c'est l'enfer, hein, c'est-à-dire des heures pour mourir dans d'atroces souffrances. Faut vous transférer en hélico en urgence dans un centre de greffe pour que vous soyez greffé du foie. Vous passez devant toute la liste d'attente de gens qui attendent un foie depuis des mois pour pouvoir vous faire greffer un foie en toute urgence parce que sinon vous allez crever et tout. Ne faites pas ça. Hein. Et après, faut vivre une vie de personnes greffées sous traitement immunosuppresseur hyper violent et tout. Enfin, c'est pas ultra cool, quoi. Bref. Bon, après, en général, quand vous en êtes à prendre toute la boîte de médoc, c'est qu'a priori, ça ne va pas bien. Et si vous avez des idées noires ou des envies de mourir, pitié, parlez-en autour de vous, évidemment. Hein. Mais ce n'est pas le sujet. Donc là, elle dit, nanana, le Doliprane pour les gens qui n'en ont pas vraiment besoin et tout. Alors, qui Nathalie Saint-Cric, qui prend du paracétamol quand il n'en a pas besoin. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, je sais pas, qui aiment bien le goût ou j'en sais rien, et qui en prennent comme ça pour rigoler, qui se font des petits rails de Doliprane en soirée, je ne sais pas. Mais en fait, c'est quand même peu fréquent. Et comme les gens qui arrivent au pouvoir, que Nathalie Saint-Cric aime bien, hein, parce que je vous rappelle que pour Nathalie Saint-Cric, la priorité politique du moment, c'est de dire Mélenchon, un PB. Mélenchon, un énorme PB. Tous les gens qui sont en train de s'accorder à faire un budget dégueulasse là actuellement, les franchises médicales, c'est-à-dire le reste à charge de remboursement sur une boîte de médicaments, ça va passer à 1 € par boîte. La boîte de paracétamol fait 1,20 €. Je vous laisse calculer, mais en fait, de fait, là, le paracétamol n'est quasiment plus remboursé. Voilà, le point où on en est actuellement. C'est un délire. Et en plus, ce qui me fait mal, c'est qu'elle dit le tabou de l'universel. On en a parlé dans des capsules, tu sais, de l'abstraction des valeurs de la bourgeoisie. C'était une
valeur qui a transformé la société, qui a été révolutionnaire. L'universalisme, le fait de naître libre et égaux en droit et de ne pas naître avec certains privilèges et d'autres non, tu vois. Il y a eu une époque où c'était révolutionnaire, ensuite c'était progressiste, ensuite jusqu'à un moment, c'était conservateur. Ça voulait dire que cette valeur, elle était abstraite, mais elle n'était pas concrète. Nous, en tant que communistes, on croit à l'universalisme concret. On croit à l'égalité profonde et on veut les matérialités concrètes de l'égalité profonde des individus. Et là, pour te dire à quel point la bourgeoisie est en crise, c'est qu'elle remet en question cette idée d'universel, quoi. Cette idée que l'humanité est une et tout entière, pas en tant que réelle, parce qu'on sait qu'il y a des barrières de classe, de race, de genre, de nation qu'il faut abolir, mais qu'elle est potentiellement universelle et possiblement universelle et qu'on doit la réaliser. Et ben là, elle dit clairement, c'est une connerie, on va l'acheter par-dessus bord. Vous voyez, le niveau de réaction dans lequel est entraînée la bourgeoisie parasitaire en crise, ils sont en train de tout renier. Ils vont sombrer dans le fascisme. Ils vont sombrer dans le fascisme. Et on sera confronté à de plus en plus de gros traitements lourds et chers. C'est-à-dire qu'avec tous les progrès qu'il y a en matière de cancérologie, en matière de tout, on aura des traitements très, comment dire, qui coûtent cher. Ah, et maintenant, elle remet même en question le progrès. C'est ça le problème, en fait, Chris. Tu sais, c'est chiant. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment relou, quoi. Tu vois, avant, il y avait des gens, ils avaient des mélanomes. Donc, les mélanomes, c'est des cancers de la peau, qui sont extrêmement graves et qui peuvent survenir, notamment à des âges assez jeunes. Hein. D'ailleurs, petit point cancer de la peau, très rapide, les copains. Pourquoi ne pas faire un petit peu de prévention santé de temps en temps à l'appel du team? On le fait parfois. Le cancer de la peau, la meilleure prévention, c'est de porter des protections contre le soleil. Donc ça peut être des protections vêtements, chapeaux, ou des crèmes solaires avec des SPF élevés, 50, 50+, notamment pour les enfants, parce que l'exposition dans l'enfance et à l'âge de jeune adulte est celle qui est la plus dangereuse pour développer des cancers de la peau des années après. Et pour les mélanomes, ça part de cellules qui peuvent ressembler à des grains de beauté. Ça fait une tache colorée qui progresse rapidement. Et si vous voulez faire un peu de prévention, particulièrement si vous êtes des gens avec des phototypes très clairs. Le phototype, c'est le type de peau que vous avez. Par exemple, les gens qui ont des peaux blanches avec des taches de rousseur et des cheveux roux, là, vous êtes à risque beaucoup plus élevé d'avoir un mélanome que quelqu'un qui a la peau noire. Si vous êtes blond aux yeux bleus, par exemple, etc. Donc, quand vous avez dans votre entourage notamment des gens qui ont des peaux claires, mais pas que, tout le monde doit se protéger du soleil, pas que les gens qui ont les peaux claires, eh bien, le mélanome, il a pas la même tête que les autres. Et souvent, on donne le signe du vilain petit canard. Vous regardez votre peau, vous regardez la peau de quelqu'un qui est d'accord pour que vous regardiez sa peau, notamment pour voir le dos et tout. S'il y a un grain de beauté qui a une tête différente des autres, il est plus foncé, il a plusieurs couleurs différentes, il a grossi, il est asymétrique, il a une forme bizarre, il est plus gros que les autres. Tout ça, ça doit vous faire consulter rapidement un médecin pour éventuellement faire une biopsie si c'est nécessaire. Plus c'est pris tôt, plus c'est facile à traiter. Cette petite minute d'information est terminée. Par contre, les mélanomes, par exemple, tu vois, on pouvait les détecter à des stades extrêmement tardifs avec beaucoup de métastases et tout. Des mélanomes métastatiques avaient vraiment des pronostics catastrophiques. Et quand je te dis catastrophique, c'est avec des gens de 25, 30, 35 ans qui pouvaient décéder très rapidement. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on a des immunothérapies. On peut les utiliser dans d'autres cancers aussi. Les immunothérapies, on peut les utiliser dans certains cancers du poumon, par exemple, etc. Et ça a vraiment révolutionné le pronostic de certains cancers pour les gens qui sont répondeurs. Et ben ça, pour Nathalie Saint-Cricq, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ça coûte cher, tu comprends? Ça fait de l'argent très cher. C'est pas bien. Et donc là, il va, plutôt qu'aller taxer les riches, parce que je vous rappelle que donc l'ex-mari de Nathalie Saint-Cricq, c'est l'oncle d'Amélie Oudéa-Castéra. Amélie Oudéa-Castéra, fille du PDG de Publicis, une boîte à plusieurs milliards d'euros. Meuf qui t'explique qu'il est normal qu'elle soit payée plusieurs millions d'euros à Carrefour et que quand même, quand elle se fait payer que 600 000 balles par la Fédération française de tennis, elle est sympa. Beaucoup de talent et qu'elle pourrait se faire payer beaucoup plus cher. Sport de prolo, en plus, le tennis, on sait tous. Quoi. Bien sûr, évidemment. Plutôt qu'aller chercher de la thune chez ces gens-là, par exemple. Eh bien non, il faut peut-être se poser la question de est-ce qu'on pourrait pas en laisser crever certains des mélanomes multimétastatiques? Je te pose la question, Chris, tu vois, il faut être un peu... est-ce qu'on s'emmerde pas avec ces idées? Ils avaient remis en question l'égalité. Ça, c'est le premier truc qu'ils ont mis en question. La liberté. Bon, ça, c'était le premier truc. Voilà, les pauvres, voilà. L'antiracisme, ça fait longtemps qu'ils s'en tartinent, voilà. Bon. Maintenant, ils renient l'universalisme, qui était quand même le truc que tu pouvais tartiner pour encore apparaître progressiste, etc. Et là, elle vient de remettre en question le progrès, en disant si on laisse les chercheurs travailler, ils trouvent des soins, Zoé, qu'il faut appliquer, qu'il faut payer, alors que t'as un cancer, t'en meurs, et puis ça règle le problème, en fait. Tout ça, c'est autonome, quoi, tu vois. Là, on est dans un bond en avant vers le fascisme. Hein. On peut pas taper le point Godwin, mais là, on est à deux doigts d'entendre faut laisser crever les souffrants et les malades, comme on entendait sous le fascisme et sous le nazisme, en fait, quoi. C'est un délire, quoi.
Donc il va falloir forcément, à un moment donné, qu'on étudie. Et nous fait croire que, en fait, il y a des gens qui vont être très riches, qui vont pouvoir avoir des cliniques privées, qui vont pouvoir se faire soigner de ce que tu viens de décrire, des cancers. Mais de l'autre côté, il va y avoir aussi un hôpital public très riche qui va soigner les pauvres de la même manière. C'est sûr. Qui Évidemment, croit c'est toujours comme ça que ça se passe, Chris. C'est Qui toujours comme croit ça que ça se passe, bien sûr. Et puis, les riches qui consentent déjà beaucoup à payer des cotisations sociales, ils vont consentir encore plus, sachant que ça ne va même pas rembourser leurs soins à eux. C'est évident, hein, tout va bien se passer. Mais vous savez qu'on en reparlera peut-être dans une autre capsule, mais dans cette négation de l'universalité, là, il y a dans les propositions du budget, là, parce que maintenant on est revenu aux travaux parlementaires, donc tous les gens qui disent c'est super, le Parlement, on va pouvoir construire, on va débattre des budgets, mais vous allez voir, vous avez toutes les propositions les plus réac, conservatrices de droite qui se débattent entre elles. Hein. Enfin, c'est juste... Il y a la sortie aussi de la gratuité des études. Je sais pas si tu l'as vu passer ça, mais il y a des gens qui ont dit on va faire passer l'entrée en fac du coût de 178 € à 3000 €. Très bien. Tu vois, excellent. la même logique, tu vois, et tu te dis, ça va permettre de bien universaliser les choses, faire en sorte que tout le monde ait accès. Bah, vraiment, mais on est où là? Tu vas avoir plein de riches qui vont dire au prix où c'est, moi, fini l'université publique. Mon gosse va aller dans une école privée. Et puis Exactement. voilà, la question sera répondue. Qui est, est-ce qu'on peut continuer à rembourser tout le monde de la même façon, quels que soient les revenus? Mais ça, je ne pense pas que c'est cette fois-ci qu'on va se confronter à ce sujet-là, parce que c'est véritablement, non pas une bombe, mais... Ah, mais elle ne sait pas parler. En plus, on dirait qu'elle est bourrée. Putain, à chaque fois que j'écoute Nathalie Sarraute, mais c'est vrai. Putain, mais comment ça se fait qu'elle est à ce poste, cette meuf? Elle est complètement teubée. Elle ne sait pas parler. Vraiment, ça me dépasse. Pardon, excusez-moi. J'ai ma petite haine de Nathalie Sarraute qui remonte parfois comme ça. Non, mais sérieux, à part moucher son gosse, elle sait faire quoi? Bref. Bah, j'avoue. Pour moi, elle est à 4 sur l'échelle de Elisabeth Lévy. Bah, c'est Elisabeth Lévy au réveil, tu vois, en termes de niveau d'alcoolémie, mais c'est vrai que, attention. Puis elle est là, elle regrette. On n'est pas encore prêt à toucher à ça. Il y a encore le tabou. Mais ce qui hein, est- c'est donc- Et elle dit ça de manière faussement neutre. Genre, moi, j'édicte un fait, quoi. Je ne prends pas position. Ça m'énerve, putain. Tu sais, c'est vraiment en plus les bourgeois qui te disent après, moi je dis ça, mais je suis pas concerné parce que je vais à la clinique privée, tu sais. C'est des gens, tu sais, ils font 1 heure de débat sur l'école publique. Ouais, l'école publique, c'est plus ce que c'était. Et après, t'apprends, après 1 heure de débat, mais moi, tu sais, Ombeline et Marie-Charlotte, elles sont à Saint-Stanislas. Donc, c'est vrai que je dis ça, mais je suis pas concerné, en fait, tu vois. Et ben, elle, tu sais déjà, quand elle dit ça, qu'elle est pas concernée. Elle va déjà à la clinique privée, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Moi, j'aimerais bien qu'elle dise à quel niveau de revenu elle pense, en fait, quand elle pense à ça. Parce que certaines immunothérapies pour des cancers, par exemple, c'est 75 000 balles par an. Hein. On est sur des prix qui commencent à taper un peu haut, quoi. Même des gens qui ont des salaires de médecins généralistes, 6 500 € net par mois. 75 000 balles par an, si ça dure plusieurs années, ça commence à être un peu chaud patate quand même. Hein. Ça commence à être un peu tendu. Rien que le fait qu'elle le propose te donne une idée de ce que 75 000 doit être pour elle, tu vois. Totalement. Et tu vois, je viens de penser à un truc là, parce qu'on lui avait donné des idées d'aller chercher dans la poche et tout, mais sa nièce par alliance là, Amélie Oudéa-Castéra, vous savez à qui elle est mariée? Elle est mariée à Frédéric Oudéa, PDG de Sanofi, qui a d'ailleurs été PDG de la Société Générale avant. Donc vous voyez, son taf, c'est vraiment de faire des médocs, hein, c'est vraiment sa spécialité. C'est peut-être un patron de gauche, hein. On Ouais, sait pas. totalement, ouais. Tu sais que dans le prix hallucinant qu'on paye pour certains médicaments, il y a le fait que les laboratoires pharmaceutiques le vendent bien plus cher que ce qu'il ne coûte à faire. Ils sont là, ouais, mais vous comprenez pas, c'est l'investissement, la recherche, nanana. Alors ça, c'est des conneries. Tu vois, pour certains antituberculeux. La tuberculose, c'est une maladie bactérienne difficile à traiter. Et dans certains endroits du monde, les souches de tuberculose qu'il y a sont résistantes à quasiment tous les antibiotiques, voire tous les antibiotiques existants. Et donc, il y a des recherches qui sont faites pour de nouveaux antituberculeux. Il y en a qui étaient sortis, mais qui étaient à des prix absolument monstrueusement élevés. Ce qui faisait qu'en fait, même si on avait la molécule, il y avait plein de gens qui étaient dans des pays qui ne pouvaient pas avoir accès au traitement. MSF, Médecins sans frontières, a fait le test d'essayer de développer eux-mêmes un antituberculeux. Ils ont réussi à développer eux-mêmes un antituberculeux, et ce qui les a beaucoup surpris, et ça, là, je vous donne un petit exemple, mais c'est des exemples comme ça, il y en a plein. Hein. Ce qui les a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, le prix que la recherche leur a coûté, en comptant les essais cliniques de grande ampleur et machin, enfin vraiment tout, hein, ce que ça leur a coûté, c'était 50 à 100 fois moins que ce qui avait été annoncé par le labo. Quand le labo disait oui, mais vous comprenez, je suis obligé de le mettre hyper cher, machin et tout, parce qu'en fait, la recherche m'a coûté un pognon de dingue. Eh ben, aussi incroyable que ça puisse paraître, une industrie privée, capitaliste, dont l'objectif c'est de faire du pognon, quand ils ont le brevet sur un médicament dont dépend la vie des gens et donc
a priori les gens vont accepter de payer, même si c'est très 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 cher, eh ben ils gonflent les prix de production. C'est fou ça quand même. Ils gonflent les prix de production, ils vous disent ouais voilà je le mets super cher parce que la recherche m'a coûté tant, et en fait la recherche a coûté 80 fois moins. C'est dommage ça quand même. Sanofi, tu vois, de Frédéric Oudéa, Sanofi, aux États-Unis, ils avaient fait un truc un peu rigolo, donc ça se diffuse tout au long de la journée, c'est très utile, très utilisé pour plein de diabétiques dans le monde. Ils ont eu une des insulines lentes qui est connue sur le marché. Aux États-Unis, les États-Unis, un jour, c'était sous Biden, ils se sont dit putain, mais on paye l'insuline vachement cher quand même. On paye l'insuline vachement cher et ça commence à casser un peu les couilles. On se demanderait pas si les labos se seraient pas entendus entre eux, ce qui est vraiment très surprenant parce que normalement le capitalisme, la mise en concurrence, le libre marché, ça fait magiquement baisser les prix et puis tout se passe bien en fait. C'est vraiment l'assurance que tout va bien se passer, de faire faire à une boîte capitaliste des produits absolument nécessaires pour la survie des gens. Il y a aucun problème a priori. Et ben les États-Unis ont dit putain, on se fait quand même peut-être un peu baiser. Même la Californie a dit non mais là on se fait trop baiser en vrai. On est sûr que ça coûte moins cher que ça. Nous on va essayer de produire de l'insuline à prix coûtant. Biden a chopé les 3 labos qui étaient leaders sur l'insuline, dont Sanofi. Ils ont fait ouais les gars, vraiment là vous nous baisez trop, y en a marre. Sais-tu mon Chris, en combien de temps ils ont baissé les prix et de combien? Vas-y essaye là, tente un truc. Déjà s'ils ont baissé, je me sais un taux de marge là-dessus, c'est peut-être aller. Je sais qu'ils se gaffent bien, genre 30%. Déjà, s'ils ont baissé de 30%, c'est énorme, quoi. C'est enlever toute la marge, quoi, voilà. En 10 jours, les 3 labos ont baissé. Ils ont baissé de 80 à 85% le prix. Tranquille. T'imagines? Ça me surprend pas, parce que c'est des molécules qui sont déjà sans brevet, que tu payes pas, qui est juste de la reproduction en masse. T'as pas de changement de format, t'as pas... Tu vois, on sait bien les faire, vraiment, on les maîtrise, tu vois, on a l'appareil industriel. C'est vraiment le produit de série par excellence. Ce genre de produit devrait être tout de suite nationalisé. C'est-à-dire des produits qui sont... Évidemment. Qui sont en fait produits depuis longtemps sur le même format, en masse, et qui fournissent des besoins en continu. Ça devrait être les produits qui devraient être nationalisés et rendus gratuits par l'économie planifiée, parce que c'est les produits les plus planifiés, les plus simples, qui ont des schémas logistiques les plus clairs, et c'est quelque chose qu'on devrait faire, sélectionner les premiers à nationaliser, et notamment ceux-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait qu'ils soient extrêmement performants, puissants, et qu'ils aient beaucoup d'inertie, c'est-à-dire qu'ils soient là depuis très longtemps, c'est significatif du fait que des gens font énormément de marge. Parce qu'il y a plus besoin de les optimiser, de retrouver des débouchés, de retrouver de la productivité. Ils sont déjà très productifs avec un marché, des besoins, un schéma logistique. Tout est optimisé. Donc ça veut dire que les niveaux de marge sont monstrueux et tu viens de le démontrer avec que tu viens de avec l'expérience américaine. Ouais. C'était en 2021 ça je crois, 2020 ou 2021. Et donc là je vous donne ces 2 exemples-là de l'antituberculeux et de l'insuline, mais je vous jure il y en a plein des comme ça. On paye les médicaments beaucoup trop cher parce que on doit rémunérer des putains de PDG, des putains d'actionnaires, on doit rémunérer le mec d'Amélie Oudéa Castéra. Est-ce que ça vous fait pas un peu mal au cul? Moi, ça me fait mal au cul, je vous le dis. ça me fait mal au cul de fou. Alors qu'on pourrait vraiment s'organiser pour produire du médicament moins cher avec une production planifiée, collectivisée, nationale ou internationale d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faudrait le penser à une échelle internationale, évidemment, parce que le médicament est un bien commun de l'humanité, n'est-ce pas? Et pas un bien marchand pour des capitalistes et des entreprises privées. Et d'ailleurs, l'existence même des brevets sur des choses qui sont nécessaires à la survie de tout à chacun est une abomination. Le brevet en soi sur le médicament est une abomination. Normalement, si tu as trouvé un truc qui permet à tout le monde, enfin à plein de gens de survivre ou d'améliorer leur santé, et bien en fait, n'importe qui arrive à fabriquer l'appareil industriel, etc. nécessaire, le produit sans avoir de thunes à te filer. Le brevet, actuellement, quand vous trouvez une molécule, pendant 20 ans, vous êtes le seul à avoir le droit de l'exploiter. Soi-disant pour rembourser le coût de la recherche, etc. On a parlé du coût de la recherche. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est l'enfer ces trucs-là, et ça, c'était pas le cas. Tu vois, le gars qui a trouvé le vaccin pour la variole. La variole, c'était une maladie absolument terrible, avec un taux de mortalité ou qui laissait des gens très mutilés, etc. Catastrophique. Maladie qu'on a éradiquée grâce à la vaccination. Elle a été éradiquée, alors je crois qu'elle a été éradiquée dans les années 50 ou... Ouais, 50-60, je dirais. Le mec, quand il a trouvé le vaccin de la variole, il l'a pas mis sous brevet. Et quand on lui a demandé s'il allait le mettre sous brevet, le mec a répondu, mais évidemment que non, on ne va pas breveter le soleil. Je trouve que c'est très significatif de ce qu'on pense aujourd'hui. Bon, bref, on a digressé un peu sur Nathalie Saint-Cric, vous nous connaissez à la Patte du Team, on digresse. Sous le communisme, ça ne se passera pas comme ça, Nathalie, je te le dis tout de suite. On va trouver des moyens de financer ton immunothérapie. T'auras rien à débourser, personne d'autre non plus. La sécurité sociale à 100% sécu pour tout le monde, y compris les
cons, y compris toi, Nathalie Saint-Cric, y compris Bernard Arnault, figure-toi. Par contre, toutes vos propriétés privées lucratives, là, on va tout vous reprendre. Et Nathalie, comme ça fait quand même longtemps que t'es dans les médias pour raconter de la merde, peut-être que tu vas aller prendre un petit tour de poubelle pour que tu puisses rattraper le travail pénible que tu n'as pas fait pendant des années et que plein d'autres gens font pour que toi, tu puisses t'asseoir confortablement sur un fauteuil et raconter des trucs qui vont participer à dégrader la vie de millions de gens, Nathalie. On est d'accord. Moi, je vais finir sur l'universalité. C'était le point révolutionnaire des communistes, justement, quand il y a eu la sécurité sociale, de le faire pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une espèce de fausse grandeur, noblesse chez le général de Gaulle qui, soi-disant, se faisait pas rembourser. Je sais pas, tu connais cette légende? Oui, c'est de la merde. On est d'accord, c'est de la grosse merde, qui se faisait pas rembourser la sécurité sociale parce qu'il s'estimait privilégié, voilà. Et ben en fait, vous voyez, ça c'est de la merde, parce que ça c'est de la charité. Ça c'est vraiment l'esprit maurassien des catholiques, c'est des sociétés à deux vitesses et par l'honneur et la bonté des riches, tu vois, de redistribuer, d'en redonner un petit peu. Ça, c'est de la société américaine, comme on l'a dit tout à l'heure. La société de la solidarité, c'est pour tout le monde. Et on va commencer maintenant à être solidaires, même avec vous, les riches, vous voyez, qui nous traitez comme de la merde. Ne serait-ce que pour vous apporter une once d'humiliation, vos enfants seront obligés d'aller dans les mêmes écoles que les nôtres. Et vous serez obligés d'aller dans les mêmes lits d'hôpitaux que les nôtres. Voilà. Ça, déjà, c'est déjà un rappel à l'ordre. L'hôpital unique, bien soigné, à 100% pour tout le monde. La nationalisation des cliniques, l'école unique. On parlera de l'école avec le camarade Paul Vanier, là, qui fait des trucs intéressants en ce moment. On pourra faire des choses pour ceux qui s'intéressent. L'école unique, l'hôpital unique, la sécurité pour tous à 100%, c'est déjà révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est déjà les riches. Non. Vous n'allez pas construire vos paradis dorés avec vos écoles, vos hôpitaux. Non, vous allez vous habituer à fréquenter les gens que vous exploitez. Et peut-être qu'un jour, non seulement on ira plus loin, vous vous habituerez à travailler avec les gens que vous exploitez. Voilà. Mais tu vois, le caractère universel, gardez ça en tête, les gens. Quand ils se disent qu'ils peuvent se séparer de vous, c'est que justement, ils en ont les moyens. Et c'est pas synonyme de générosité. C'est synonyme de leur rapacité et du niveau de concentration de leur richesse. Donc l'universalité, on doit se battre pour. Tu veux pas aller à l'hôpital public parce que tu trouves que l'hôpital public c'est de la merde ? Fais en sorte que l'hôpital public soit correct, camarade. Et de toute façon, t'en auras pas d'autres. T'en auras pas d'autres, qu'on soit très clair. C'est tout le monde dans le même niveau. Soigner le meilleur possible. Pareil pour tout le monde, que tu sois riche ou miséreux. Tout le monde soigné, pareil, au 100% sécu. Nathalie Saint-Cric sera sur un brancard aux urgences. Et si elle a fait en sorte de niquer le système de soins par son action politique et médiatique, eh bien, elle fera comme tout le monde, elle attendra 72 heures et se fera des escarres au cul. Voilà, c'est tout. C'est ça, exactement. Mais tu sais, il y avait, je suis vieux, je me rappelle la première fois où j'ai voté, il y avait la campagne de Besancenot en 2007. Il avait encore des cheveux. Et il avait dit cette phrase. Si je fais une mesure, je mets tous les députés au SMIC. Comme ça, on est sûr qu'ils voteront pour son augmentation. Mais c'est ça, en fait. L'universalité, c'est ça. Tu vois. Quand tu mets des riches dans des conditions de pauvres, eh ben, ils vont forcément tendre vers l'amélioration des conditions des pauvres. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas les laisser se séparer. C'est ça. Bon, sur ce, les amis, si vous aimez ce contenu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aller sur la chaîne On ne veut plus, où très récemment est sorti un entretien avec Johan du Canard Réfractaire sur les mobilisations et l'organisation des luttes sociales. Et il y aura d'autres entretiens très intéressants qui arrivent très bientôt. Vous pouvez nous rejoindre le 11 novembre à 14h à Gare Port-Royal, dans le 5e arrondissement à Paris, pour la marche pour la paix. Une marche qui se fait à l'appel de beaucoup d'organisations progressistes différentes et antiracistes. Une marche contre les guerres de l'OTAN et de l'Union européenne. Une marche contre le budget de guerre de Macron. Vous pouvez également aller voir le dernier numéro de la revue Position Revue. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo sortie sur la chaîne de Padu. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez, si vous souhaitez soutenir le travail de notre asso, le faire sur notre Tipeee qui est en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens.